sens. Ce soir, Aurélien, nous te proposons de questionner la déclinaison locale de nos problématiques globales, l'affaire de notre siècle en somme. Une majeure partie de terriens se rejoignent sur l'idée que le réchauffement climatique n'est pas souhaitable. Mais dès qu'il s'agit de décliner localement des actes, nous mesurons à quel point l'homo economicus que nous sommes devenus est dual. Chacun vit avec ses contradictions, peut-on s'entendre dire ici et là, comme pour tout excuser. Alors, nous te donnons la parole sur ce thème pour environ 25 minutes. Merci beaucoup. Alors ça commence mal parce que je suis tout à fait incompétent sur ce sujet et j'ai rien préparé. Et en plus, parler juste après de la littérature, c'est presque une offense à la pensée parce qu'il faudrait se laisser porter. Donc j'ai absolument tout contre moi, donc soyez indulgents s'il vous plaît. Donc j'ai été extrêmement intéressé par le premier exposé de quelqu'un de beaucoup plus spécialiste que moi et donc j'ai énormément appris. Je voudrais juste faire quelques remarques naïves. La première, et je suis content qu'on l'ait abordée pendant les questions parce qu'en effet, je crois qu'on ne doit pas en rester à la seule évaluation écologique des mesures, mais que c'est très important de voir leur coût social. Et donc, en effet, le fait que les transports gratuits aient un faible impact écologique, c'est pas le seul argument quand même. Et le fait, par exemple, que les péages marchent très bien, c'est pas non plus le seul argument. C'est-à-dire que c'est important de corréler quand même l'efficacité écologique avec la douleur et potentielle sociale qui est accompagnée, qui suit ces éventuelles mesures. Ensuite, je voudrais juste vous raconter une anecdote à laquelle je repensais en écoutant le premier exposé, qui est plutôt positive. Alors, il se trouve que j'avais répondu à une interview dans Libération, je crois qu'on s'en fout, il y a quelques mois, et j'écrivais dans ce papier qu'il fallait juste sortir du modèle de la voiture, et que la voiture électrique, c'était pas une solution. Et quelqu'un m'appelle, alors c'est quelqu'un que je connais, hein, mais c'est pas non plus un ami proche. Et je décroche et me dit t'as raison, voilà, je voulais juste te remercier parce que t'as dit ce qu'il fallait. Et la personne en question, c'était Louis Schweitzer, qui est l'ancien PDG de Renault. Donc j'ai trouvé ça assez cocasse et plutôt rassurant. La deuxième anecdote que je voulais vous raconter, qui est peut-être un peu moins positive, et que je trouve très en écho avec cette idée d'éventuel écart entre le ressenti des populations et l'analyse que les maires peuvent avoir du ressenti de leur population, c'est qu'en effet, alors tout ça, je ne sais pas trop si j'ai le droit de le dire publiquement, mais on est entre nous, hein, voilà. Ah si, c'est filmé. Bon, c'est pas grave. J'ai eu aussi Anne Hidalgo au téléphone il n'y a pas très longtemps, qui me disait pas du tout effectivement qu'elle mange du pain béni. Elle avait vraiment l'impression qu'elle était dans une situation inextricable. Et que non seulement il y avait une violence des lobbies qui la faisait presque craindre en fait pour sa santé physique, tellement les attaques étaient absolument terrible dès qu'elle prenait une mesure contre les voitures, et que même quand même, et je crois qu'elle a quand même pas si tort que ça, hein, au niveau de ses électeurs, ça pose quand même de gros problèmes. Voilà. Il y a quand même énormément de Parisiens qui non seulement sont contre elle, mais qui la détestent viscéralement, parce que quand même toucher à la voiture, c'est un peu toucher au sacré, hein, on le voit dès qu'on baisse la vitesse. Et la dernière anecdote que je voulais vous raconter, à laquelle j'ai pensé en écoutant le premier exposé, c'est sur cette histoire de transport. Donc là récemment, pour des raisons que je comprends toujours pas d'ailleurs, vu que je suis complètement incompétent, mais bon, on m'a invité à parler de ça, comme c'est la bonne cause, je l'ai fait très peu, mais de temps en temps je le fais. Et ce qui est drôle, c'est avec les radios, bon, parce qu'à la télévision, quand même, il faut mieux être là, parce que s'il y a une caméra qui filme et qu'il n'y a personne sur la chaise, ça fait désordre. Mais à la radio, il y a un truc qui marche très bien qu'on appelle le duplex. Ça veut dire on va à France Bleu ici, à Grenoble, et puis on passe en même temps sur France Inter, et la qualité est exactement la même. C'est indiscernable d'être dans le studio réel. Et j'ai systématiquement proposé, quand on m'a invité, de le faire en duplex. Ça a été systématiquement refusé. J'aurais dit, mais vous savez, je l'ai déjà fait souvent, ça marche très bien le duplex, j'ai pas besoin de vous voir pour comprendre votre question. Il dit, ah, non, on le fait pas. Donc il fallait absolument que je fasse 1200 km pour aller expliquer aux gens qu'il fallait cesser de se déplacer. Et je trouve ça un peu paradoxal. Voilà. Donc on l'a pas fait, souvent. Non, mais j'y suis pas, c'est rien d'héroïque, hein, m'applaudissez pas, quelque part c'était plus reposant pour moi de rester chez moi, donc je suis pas du tout à féliciter pour ça. Donc, un peu au-delà de la problématique de la ville à laquelle je vais revenir, pour moi, il y a un chiffre qui résume, je trouve, à lui seul en fait le désastre actuel. Pour moi, c'est les meilleurs de tous les chiffres, s'il faut en citer qu'un. C'est le fait qu'en quelques décennies, on a perdu 60% des animaux sauvages. Je trouve que ça veut tout dire, parce que 60% c'est monstrueux, parce que c'est rapide, c'est en 40 ans à peu près, et parce qu'on se rend compte que c'est pas une projection sur une peur à venir, mais que c'est un bilan sur quelque chose qui s'est déjà passé. Donc les gens qui vous disent, oui, mais peut-être que vous êtes trop pessimiste. Non, c'est pas une projection.
projection. Ça a déjà eu lieu. Là, on parle de ce qui vient de se produire. Donc pour moi, ce chiffre-là, il est emblématique. Et ce qui est intéressant, ce sont les causes de ce chiffre-là. Parce que ça, comme c'est le passé, on peut comprendre mieux d'où ça vient. Et la première cause, essentiellement, c'est la disparition des espaces de vie. C'est le fait que les vivants non humains n'ont tout simplement plus de lieu pour vivre. Et ça, c'est vrai que ce n'est pas du tout les seuls, hein, mais les villes ont un rôle dans cette affaire. La superficie au niveau mondial des villes augmente d'environ 400 millions de mètres carrés par an. C'est énorme et ça a des conséquences assez dévastatrices. D'autant que dans le même temps, la superficie des forêts primaires diminue de 80 000 km² par an. Et ça, c'est intéressant parce qu'on y pense assez peu en fait. Quand on pense problème écologique, on pense tout de suite climat aujourd'hui. C'est bien parce que ce problème il existe. Mais on oublie qu'aujourd'hui, la première cause de mort des vivants, c'est pas du tout le réchauffement climatique à ce stade. Ça le sera sans doute dans 50 ans, mais aujourd'hui, c'est pas ça. C'est simplement le fait qu'il n'y a plus d'espace vierge. On perd en France l'équivalent d'un département tous les 10 ans. C'est absolument considérable. Le deuxième point important, qui est aussi la deuxième cause de cet état de fait, bien sûr, c'est la pollution. Donc la pollution à la fois de l'air et puis à la fois sous forme de pesticides, notre modèle agroalimentaire. Mais puisqu'on parle surtout de villes ce soir, je rappelle que presque toutes les grandes villes, en fait toutes les grandes villes vivent au-dessus du seuil de recommandation de l'OMS la plupart du temps. Et même M. Macron a reconnu qu'il y a environ 50 000 morts par an, morts précoces par an dues à la pollution. On a revu ce chiffre à la hausse récemment, c'est plutôt 60 000 vraisemblablement. Intégré sur les 4 dernières années, ça tue environ 800 fois plus que le terrorisme en France. Donc on devrait littéralement être en état d'urgence environnementale, et ça c'est manifestement pas le cas. Alors ça légitime pas le terrorisme, bien sûr, mais en revanche ça pose des questions sur nos priorités, parce que le pouvoir public est quand même justement là pour dépasser peut-être un tout petit peu l'affect et pour hiérarchiser les problèmes de santé publique, et là il y a vraiment un différentiel qui est très étonnant. Et le troisième point, c'est celui dont on parle le plus, mais c'est pas aujourd'hui le plus important, c'est effectivement le réchauffement climatique. Et là, c'est quand même extraordinaire de voir qu'encore aujourd'hui, dans les grands médias, on se dit est-ce qu'on va réussir à tenir les 1,5 degrés? Bon, c'est évidemment une vaste plaisanterie, puisqu'on est en ce moment sur une courbe à plus 5. Donc la question n'est pas du tout de savoir si on tiendra 1,5 degré. Alors je ne sais pas bien pourquoi on se ment. Il y a probablement l'idée que si on dit la vérité, ça sera tellement alarmant que ça va mener à l'immobilisme. Mais ça, d'un point de vue psychique, c'est pas du tout évident. Il y a des comportementalistes qui ont tendance à croire plutôt qu'en fait paniquer c'est très efficace pour agir. Donc peut-être qu'il faudrait moins se poser de questions sur les mécanismes psychiques efficaces, mais simplement dire les choses factuelles. Bon, 1,5 c'est déjà mort, et on est quand même très au-delà de ça dans la tendance actuelle. Alors, il y a aussi un chiffre qu'on ne voit pas souvent, donc je ne vais pas nous abreuver de chiffres, mais au moins comme là je suis sûr de ne pas dire trop de conneries, mais que je mentionne parce que pour moi il est totalement terrifiant et pas très connu, même s'il n'est pas directement lié à la ville, c'est le pourcentage, en termes de masse, parce qu'en termes d'individus c'est très dur à évaluer, en termes de biomasse, le pourcentage des mammifères aujourd'hui qui sont libres, parmi la totalité des mammifères. 96% des mammifères sur Terre, c'est de la viande en devenir. Voilà, c'est des animaux qui sont dans des fermes-usines essentiellement et qui sont là pour faire des steaks. Ça donne quand même, je trouve, une espèce d'amplitude du degré de monstruosité de ce que nous sommes arrivés à, voilà, de cette tératologie humaine quoi, que nous avons mis en œuvre. Et au niveau climatique, le chiffre, je trouve, qui est quand même le plus parlant, c'est qu'on estime que dans 30 ans, environ 70% de l'humanité, et en grande partie dans les villes, sera soumis à des canicules potentiellement mortelles de plus de 20 jours chaque année. Et donc ça, c'est quelque chose de très intéressant, de très terrifiant. Donc typiquement, on estime que Lyon aura le climat d'Alger dans 30 ans, parce que ça va induire une restriction considérable de liberté. Et ça, c'est un point sur lequel j'espère revenir si j'ai un peu le temps. C'est un point qui est très nodal dans le discours politique, de savoir s'il faut intervenir ou non sous la forme d'une privation de liberté. Mais quelque chose qu'il faut garder en tête de toute façon, c'est que quand bien même on ne réduirait pas les libertés de façon autoritaire, par la loi, par le droit, etc., on va avoir des réductions de liberté drastiques, parce que quand la température extérieure est supérieure à la température du corps humain, essentiellement on ne peut pas sortir. Le corps humain marche très bien pour monter la température, l'homéostasie marche très mal pour baisser la température. Donc vous ne tenez pas une journée dehors quand il fait 45, on meurt. Et donc là, on a une réduction
de liberté qui est quand même assez fondamentale. Et encore, rester chez soi, ça ne fonctionne que si on a la clim, hein, parce que sinon, ça ne fonctionne pas non plus. Donc on meurt aussi chez soi. Donc dans tous les cas, c'est pas très gai. Et donc ça, c'est quelque chose à intégrer dans le discours, qui est de dire, même la vision libertaire au sens, cette fois péjoratif du terme, elle est auto-limitante, parce que en fait, ici, la liberté de détruire nous mène en fait à une privation de liberté qui est vraisemblablement beaucoup plus importante que les éventuels freins à l'hubris, disons, techno-capitalistes que nous pourrions par ailleurs éventuellement envisager. Alors, notre hôte m'avait proposé de réfléchir un petit peu aux causes de cette procrastination, c'est-à-dire pourquoi, alors qu'on est quand même globalement plutôt d'accord, pas tous quand même, pas tous. Monsieur Laurent Alexandre, vous le connaissez, non? C'est le fondateur de Doctissimo, me traite de criminel, voilà, publiquement, en disant Aurélien Barraud est un criminel, il devra répondre de la mort des gens parce qu'il a un discours alarmiste et à cause de lui, les jeunes vont se suicider. Alors qu'en fait, tout va très bien, la technologie va nous sauver, il n'y a absolument pas le moindre problème, ça n'a jamais été si bien. Donc bon, tout le monde n'est pas d'accord. Mais à part Laurent Alexandre, on est quand même plutôt d'accord pour dire qu'il y a un problème. Et donc, pourquoi ne fait-on rien? Alors, là encore, je n'ai aucune légitimité de chercheur pour répondre à cette question, mais si je me pose cette question naïvement en tant que citoyen, je vois d'abord une cause potentiellement psychologique. Bon, ça c'est quand même bien connu, notre cerveau adore générer de la dopamine, c'est-à-dire la satisfaction de plaisir à court terme. On aime manger, on aime jouir, enfin il y a beaucoup de choses comme ça qui sont très agréables, et il se trouve que lutter contre le réchauffement climatique, et là ça va sans dire, que bien évidemment on dépasse ce déterminisme, mais il a quand même une existence et c'est intéressant effectivement de l'intégrer pour des modes, je dirais, de revalorisation presque tactile, presque sensuelle de ce qui pourrait être une révolution. La deuxième cause, je pense, importante, elle est sociologique. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai remarqué qu'il est extrêmement tranquillisant de voir que les autres ne paniquent pas. Et ça fonctionne très bien. C'est-à-dire que à partir du moment où vous êtes entouré de gens plutôt rationnels, plutôt sains d'esprit, ce qui est, je pense, notre cas à tous, et que ces gens sains d'esprit ont l'air d'aller bien, c'est que probablement nos inquiétudes, en fait, ne sont pas légitimes. Donc ça, c'est hyper efficace, et donc je crois qu'il faudrait quand même qu'on commence à paniquer pour que d'autres paniquent avec nous. Voilà, donc n'ayons pas peur d'avoir peur. La troisième cause qu'on peut noter, enfin une fois de plus, c'est très naïf, je réfléchis à ça tout à l'heure en venant, c'est la cause sémiotique. Ce que je veux dire par là, c'est que dans les villes, puisque c'est un peu le thème d'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup encore de signes alarmants. Il y en a, mais quand on regarde de près. Quand on ne regarde pas de près, bon, moi, la vie à Grenoble, à Paris, je veux dire, elle n'est pas drastique. Enfin, on ne voit pas comme ça d'un seul coup, je sais pas, l'air n'est pas noir de pollution, enfin, c'est pas immédiat l'effet. Oui, on sait qu'on voit de moins en moins d'insectes, de moins en moins d'oiseaux, etc., mais il faut déjà les chercher pour les voir. Il faut déjà ne pas vivre uniquement que sur Facebook ou sur Twitter. Il faut déjà avoir un regard entraîné pour percevoir la sémiotique qui est en train de changer. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on peut travailler au niveau des indicateurs objectifs. Ah oui, il y a encore une anecdote, avec 20 minutes, c'est idiot de raconter des anecdotes, mais il y a 20 ans, j'avais été invité en Russie dans un laboratoire de physique théorique à Doubna. Il y avait un grand panneau d'affichage énorme qui faisait 2 mètres de haut dans la ville, et tous les matins en passant, je me disais mais qu'est-ce qui est affiché? C'est pas la température, c'est pas la pression, c'est quoi ce truc qui est aussi gros que ça? Et à la fin de mon séjour, j'ai demandé à un Russe ce que c'était, il m'a dit ah non c'est rien, c'est le taux de radioactivité dans l'air. Et il y a un centre de recherche nucléaire à Doubna. Et oui, ça c'est le genre de chose qu'on pourrait faire. Ça serait assez intéressant aussi de communiquer sur ces indicateurs. Alors la radioactivité ici, c'est pas le premier problème évidemment, mais sur d'autres indicateurs de ce type. La quatrième cause, je crois, elle est sémantique. Et ça c'est super important. Parce que, vous voyez, contre la croissance, on a la décroissance. Décroissance, c'est pas très sexy, on n'a pas envie de devenir chétif, voire rachitique. Mais ça, c'est complètement un piège, parce que c'est une décroissance par rapport aux indicateurs de l'ancien monde. Si ce que j'appelle croissance, c'est la capacité à respecter la vie, à aimer, à créer, à mettre sur pied un système qui perdure, etc., alors évidemment, ce qu'on appelle décroissance s'appellerait croissance. C'est évidemment tout à fait subjectif, au sens où ça n'est une croissance que par rapport à un indicateur qui est le PIB, mais qui n'est évidemment pas le seul indicateur légitime, peut-être même pas du tout un indicateur légitime, de bien-être humain. Enfin, disons que ça ne l'est plus, parce que ça l'a été, il ne faut quand même pas dire n'importe quoi, et bon, incontestablement, l'augmentation du PIB a aidé
à l'augmentation du niveau de vie, à la baisse des maladies, etc. Donc il ne faut pas non plus condamner les choses trop vite, mais c'est pas parce que ça a marché que ça continuera de marcher éternellement. Vous voyez, comme quand on mange beaucoup, quand on est dans un état de famine, c'est très bien, quand on est obèse, ça nous tue. Donc il faut évidemment circonstancier les remèdes à l'état des causes. Et de même, il y a cette histoire de pouvoir d'achat. Bon, moi, quand on a voulu me faire la peau, enfin, il y a plein de gens différents pour des raisons différentes qui veulent me faire la peau, mais pour la raison écologique, c'était, en fait, Barrault veut baisser le pouvoir d'achat. Donc là, on va dire, tout le monde va le détester. Baisser le pouvoir d'achat, c'est le truc qui est juste insupportable, quoi. Oui, mais là encore, c'est un piège sémantique, quoi. Pouvoir d'achat, on n'a qu'à appeler ça le devoir d'amour, c'est complètement autre chose et c'est plutôt encore mieux. Donc, il faut faire vraiment attention à ce que la construction des mots est extrêmement, nous empêche souvent de penser hors du carcan du monde d'où l'on vient. L'avant-dernier point que je voulais mentionner, c'est un peu la cause, je sais pas, on pourrait dire anthropo-biologique, quoi. C'est-à-dire que qui est un peu la même que la première, mais il y a quand même quelque chose de très profond ici. C'est-à-dire que c'est facile, là, comme ça, on est tous plutôt bienveillants, tout le monde a l'air sympa, et on va se dire qu'il faut sortir de la prédation. Prédation de la nature, prédation envers les autres humains, et je pense que tout le monde ici est probablement d'accord avec cette idée. Mais le dire, c'est une chose, et après, regarder vraiment ce qu'on est, en est une autre. Et le fait est, que ça nous plaise ou non, qu'on touche quand même là à quelque chose qui est très profondément ancré en nous. Et la remise en cause de cette chose est un peu contre nature, et donc là il faut quand même qu'on réfléchisse, je dirais, au-delà du slogan, parce que le slogan, voilà, aimons-nous les uns les autres, allons vers un avenir pacifié, etc., on est tous d'accord avec ça, mais le fait est que c'est pas ce qu'on fait au quotidien. La plupart des gens se comportent pas comme ça, et en fait on est très content d'écraser les autres, et donc il faut quand même qu'on intègre ça pour peut-être non pas se complaire dans une sorte de béatitude extatique qui serait très rassurante mais totalement inopérante, mais peut-être plutôt infléchir d'une logique de Klinamen, cette petite déviation comme ça, qui permet d'inventer un devenir radicalement autre, mais en canalisant l'hubris peut-être plutôt qu'en le niant. Voilà, ce qui me semble pas être forcément la solution la plus efficace. Donc, et puis le dernier point dans les causes de cette inaction que j'ai un peu identifiée en venant, c'est une cause historique en fait. Et je crois qu'on a tous intégré inconsciemment que la révolution écologique, elle va pas se faire. Parce que je ne crois pas qu'il y ait déjà eu dans l'histoire des révolutions qui se soient faites contre les intérêts à court terme. En 1789, les gens n'étaient pas dans la rue en disant on veut que nos arrière-petits-enfants puissent étudier la philosophie. Ils étaient dans la rue parce qu'ils avaient faim. Et je ne crois pas qu'il soit déjà arrivé qu'un peuple se révolte dans une révolution qui nuirait à son confort instantané. Alors ça peut même se discuter, parce que le confort est là encore en partie une construction sociale, donc on pourrait redéfinir le confort d'une manière qui nous arrange. Mais c'est pas honnête de faire ça, parce qu'on pense toujours avec les indicateurs de l'inertie d'où l'on vient. Et ça, c'est quelque chose qu'on a déjà intégré. Et je pense que ce fatalisme a quelque chose de cynique contre lequel, comme vous tous ici, j'essaye de me battre, mais il a aussi quelque chose de réaliste en fait. C'est-à-dire qu'on sait d'avance que quelque chose est perdu, parce qu'on ne peut pas faire ça, on n'est pas prêt à faire ça, parce qu'il y a une immédiateté de la violence à laquelle il est très difficile d'échapper. Donc, dans les 5 dernières minutes qui me restent, qu'est-ce qu'on peut quand même espérer échafauder comme ébauche de solution ? Bon, je le dis pour la 3e fois, je suis sans doute pas le mieux placé pour réfléchir à ça, mais puisque je suis là, je vous donne mon avis. Donc, il y a la dimension éthique. Ce que j'appelle la dimension éthique, c'est un peu ce qu'on appelle les petits gestes, etc. Bon, ça, je pense qu'il faut être vraiment sérieux là-dessus. C'est-à-dire que c'est tout à fait évident que ça ne suffit pas. Tout à fait évident, il y a un problème systémique, donc c'est pas comme ça qu'on résoudra le problème. Mais en même temps, c'est tout à fait évident que ne pas le faire est quand même nuisible. Parce qu'il n'y a jamais eu de révolution globale, là encore à ma connaissance, sans qu'il y ait d'abord une révolution intellectuelle locale. Et cette espèce de dissonance cognitive qui consiste à dire « moi je veux la totale », tant qu'on ne refera pas entièrement le monde, je ne veux pas faire ma petite révolution individuelle. C'est quand même un peu facile, c'est quand même un peu cynique, et finalement ça bloque même la possibilité d'une révolution globale. Donc ok, on peut tous se dire que Amazon c'est mal, mais on n'est quand même pas non plus obligé de le dire, et puis en même temps d'acheter sur le site, quoi. Donc voilà, on peut aussi quand même travailler un petit peu à ce niveau-là. Le deuxième axe, évidemment, il est politique, donc là on pourrait en parler pendant 3 heures. S'il fallait choisir un axe, au-delà de la politique fiscale, enfin toutes les choses bien connues, moi je pense quand même que c'est effectivement le travail sur la croissance. Les gens
en costume cravate, ont réussi, je crois qu'il n'y a personne ce soir, donc je peux le dire, ont réussi à nous faire croire qu'une croissance infinie était éternellement possible dans un monde fini. Enfin, c'est quand même dingue quand on y pense. On a réussi à faire passer les écolos pour des doudingues. Il y a des doudingues chez les écolos, mais la pensée écologique sérieuse, comme une pensée un peu fofolle. Moi, j'ai fait mes études au lycée Pasteur de Neuilly-sur-Seine. J'avais déjà exactement les mêmes idées il y a 30 ans. Je vous assure que tout le monde se foutait de moi. C'était non mais Barrault, il est gentil quoi, mais il est gentil, il est bien brave quoi. Parce que c'était pas sérieux. Et ça, c'est vraiment un effort qu'on doit faire. J'ai montré que quelqu'un qui vous dit qu'on peut remplir un bocal de billes éternellement, et quelqu'un d'autre qui vous dit bah non, au bout d'un moment ça va déborder. Quand même, qui est l'analyste rationnel et qui est le doudingue? Il faut quand même que le sérieux change de camp. Ça, je pense que c'est très très important. Au niveau économique. Bon là, je dis un truc très très basique, mais il y a deux contraintes quand même qui sont un peu mutuellement exclusives, qui est d'une part de baisser notre impact environnemental, et ça ne croyez pas au développement durable, etc. C'est des conneries, ça. Hein. Et concrètement, la seule manière de baisser l'impact, c'est de produire moins. C'est pas de produire mieux, c'est de produire moins. Ça, c'est à peu près certain. Et donc, on veut baisser ça, et en même temps, on veut pas que les plus pauvres voient leur niveau de vie baisser. On voudrait même que leur niveau de vie augmente. Donc, c'est un peu compliqué, c'est un peu exclusif. Et donc, la seule solution simple, c'est quand même qu'il y ait un minimum de partage. Voilà. Donc ça, c'est pas une vision politique, stéréotypée qu'on projette sur les choses. Hein. C'est pas une sorte de communisme existentiel qu'on vient rechercher depuis les tiroirs. C'est juste du bon sens. C'est la seule possibilité quand même à moyen relativement constant. Il y a un axe quand même très important que je mentionne. On m'a dit que c'était obsessionnel chez moi. Je crois pas du tout que je sois obsessionnel. C'est juste rationnel. C'est l'axe alimentaire. En particulier dans les villes, c'est très important. C'est très important. On mange pas moins dans les campagnes que dans les villes, mais on n'a pas le même type d'alimentation en moyenne dans les campagnes et dans les villes. Et l'alimentation, ça a un impact considérable, et c'est aussi quelque chose qui charrie énormément d'affect. En termes anthropologiques, l'alimentation, on est ce qu'on mange. Hein. C'est pas anodin ce qu'on mange. On peut très bien abandonner le cuir pour nos chaussures, ça ne pose aucun problème. Abandonner la nourriture carnée, c'est beaucoup plus fort en termes symboliques. Et ça, c'est très important d'y réfléchir. Parce qu'avec Laurent Beck, qui est un universitaire de Grenoble, enfin c'est lui en fait, hein, moi j'ai juste un peu aidé, on avait lancé l'idée d'essayer de militer pour qu'il y ait une journée sans viande par semaine dans les collectivités locales, les cantines, etc. On s'est fait démonter quoi. C'était inaudible. Le fait qu'une journée par semaine, hein, on propose une alternative végétarienne dans les écoles, on était devenus des Hitler verts, des Staline de l'écologie. Enfin là, c'était totalement inaudible. Alors que l'alimentation carnée, c'est un problème d'éthique animale, vous le savez, quand même dingue quand on y pense. 1000 milliards d'animaux par an. On tue plus d'animaux chaque semaine qu'il n'existait d'hommes dans la totalité de l'histoire. C'est un peu fou quand on y pense. C'est un problème en termes environnemental, puisque l'alimentation, l'industrie de la viande aujourd'hui est plus polluante que celle des transports, et c'est un problème en termes de santé publique pour des raisons que tout le monde connaît. Je me dépêche, il doit me rester 1 minute. Il y a l'axe didactique. Bon, ça, moi je suis prof comme des universitaires qu'on parlait ce soir, et j'ai des enfants qui sont au collège. Bon, on commence à en parler un peu, mais enfin, quand même, pas du tout à la hauteur du problème. Hein. Quand on est en pleine guerre, on parle quand même d'abord de la guerre, quoi. Et là, c'est pas du tout ce qu'on est en train de faire. Donc là, il y a aussi du travail du côté, je pense, des enseignants, et la plupart ont beaucoup de bonne volonté. Il y a une dimension légale. Ça, j'en parle 30 secondes, c'est indispensable, parce que tout à l'heure, ça a été évoqué, mais c'est très compliqué, cette affaire-là. Parce que dès qu'on commence à parler de restriction de liberté, on a l'impression de toucher au tabou. Mais c'est très étrange cette réaction, parce qu'en fait je me suis rendu compte que la plupart d'entre nous, on a déjà intégré les restrictions de liberté actuelles comme faisant partie quelque part de l'ordre naturel. Parce qu'il y a énormément de restrictions de liberté, et heureusement. Si là je vous agace, vous n'avez pas le droit de vous lever et de me casser la gueule. C'est interdit par la loi. Et donc, je suis en sécurité. Et donc, je peux parler librement. Et donc, cette restriction de liberté qui est la vôtre permet en fait ma liberté locutoire. Donc, et ça, on le sait très bien. Mais on les a intégrés et on ne les voit plus comme des restrictions de liberté. On les voit comme des éléments normaux de l'ordre naturel du monde. Et quand on parle aujourd'hui éventuellement de mettre sur pied des lois pour protéger un peu la vie, quoi, tout simplement, ça paraît à beaucoup de gens absolument insupportable parce que non, la liberté, on ne peut pas y toucher. Non mais attendez, heureusement qu'on y touche. Heureusement qu'on n'a pas le droit de se violer, de se tuer, de se torturer mutuellement. Bien sûr qu'on touche à la liberté, pour le bien commun. Donc pourquoi cette liberté-là est-elle tabou? Ça, c'est aussi quelque chose sur lequel il faut travailler très vite. Il me reste 2 points pour terminer. Le point symbolique. Je pense qu'il est très important, en particulier dans les régions à forte densité urbaine comme les villes. Je crois, naïvement, une fois de plus, moi j'ai jamais écrit le moindre article sur la question, donc c'est vraiment des ressentis, mais qu'une grande partie de nos actions sont faites pour plaire.
Au-delà de se nourrir, etc., dormir, enfin les besoins naturels, beaucoup de choses sont faites pour acheter la bienveillance de l'autre, pour être aimé en réalité. Et ça, c'est très facile de changer la symbolique des choses. Et je donne juste un exemple qui marche très bien. Moi, quand j'étais enfant, les femmes belles et riches avaient des manteaux de fourrure. C'était très sexy d'avoir un manteau de fourrure. À Noël, tout le monde avait un manteau de fourrure avec ses talons aiguilles. Tout le monde dans le upper class. Aujourd'hui, c'est complètement ringard. C'est même plutôt étiqueté comme un signe de cruauté. Parce que le regard a changé. Après tout le monde, le regard a changé, plus personne ne veut en mettre. Vous n'avez pas envie de vous balader dans la rue en passant pour un méchant, pour un salaud. Donc, dès lors que le regard change, les actions changent. Et là, on a un pouvoir d'action énorme. C'est-à-dire que dès lors qu'on aura collectivement décidé qu'un vélo était plus sexy qu'une voiture de sport, mais plus personne n'aura envie de voiture de sport. Parce que, et c'est pas du shaming, il ne s'agit pas de culpabiliser à outrance, parce que ça, c'est pas quelque chose que je pense souhaitable non plus en termes de cohérence, de cohésion et de paix sociale, mais c'est quelque chose qui est extraordinairement efficace, et on pourrait en reparler. Et le dernier point pour conclure, c'est un peu la dimension poétique, et donc ça tombe bien qu'on le dise après ce beau texte qu'on a entendu, parce que, je veux dire, là, on est quand même dans une situation où il faut qu'il y ait quelque chose de la nature d'une rupture. Et je pense que l'écrire poétique, c'est justement celui où à la fois l'auteur est parfaitement conscient des règles, il faut connaître très très bien la grammaire pour être poète, et en même temps sait que à chaque vers, il peut totalement réinventer la grammaire du réel. Et on est exactement dans cette situation où on doit évidemment construire sur nos acquis. Il ne s'agit pas de renier la science, les mesures, les extrapolations, les études, etc. On va pas dire non, on ne peut pas tout réinventer. Il faut bâtir sur ce qu'on connaît, mais il faut bâtir de façon assez disruptive. Et ça, c'est quelque chose, je crois, qui est de nature fondamentalement poétique. Et c'est la seule chose que je trouve positive dans cette situation. C'est que finalement, nous avons tout à réinventer et que par conséquent, la contrainte écologique peut être une occasion sans précédent de faire aussi les mutations, les révolutions, les transitions sociales, etc., que nous n'avons en fait pas réussi à faire en l'absence de ce type de contraintes. Merci.